14h05. Bonsoir tout le monde, 14h05. Nous allons pouvoir commencer notre rencontre d'aujourd'hui. Alors moi, c'est Martial. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis membre du bureau de la CTC Montréal en tant que coordonnateur de projet. Et c'est moi qui vais animer la rencontre d'aujourd'hui. Nous sommes actuellement 21 personnes. On espère pouvoir doubler au moins le chiffre d'ici la fin de la rencontre. Alors, dans quel contexte est-ce que nous nous rassemblons aujourd'hui? C'est pour discuter de santé mentale et cela s'inscrit dans la droite lignée de la conférence que nous avions eue le 30 octobre dernier au sujet toujours de la santé mentale. Alors, la réunion d'aujourd'hui aura deux objectifs. Le premier sera de lancer le comité mieux-être que vous avez tous souhaité qu'on crée afin de pouvoir discuter de ces sujets-là. Donc, nous lançons aujourd'hui le comité et la première activité de ce comité, justement, c'est cette conférence à laquelle nous allons prendre part aujourd'hui au sujet du thème « Enjeux et défis au sein des couples de la diaspora ». Alors, le sujet est très intéressant, « Enjeux et défis au sein des couples de la diaspora ». Et nous aurons trois intervenants que je vais présenter plus tard, des personnes qui sont vraiment dans le domaine, qui s'y connaissent et qui vont pouvoir nous donner beaucoup de substance aujourd'hui sur ces sujets-là. Mais je parlais tout à l'heure du comité. Je vais vous faire présenter le comité. Quels sont les membres de ce comité? C'est quoi le comité? Quels sont les objectifs de ce comité? Alors, pour cela, je vais inviter Madame Rissi à prendre la parole afin de présenter et décrire un peu les objectifs du comité mieux-être de la CTC. Si Madame Rissi est là. Allô, je suis là. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première séance. Je m'appelle Rissi et je suis membre du comité mieux-être. Alors, depuis 2 ans, tout le monde sait que nous traversons des moments assez atypiques et particuliers. Et à ces moments-là, se sont rajoutés le drame que nous savons tous et sur lequel nous n'allons pas revenir. Et puis, suite à ça, nous avons été interpellés sur la nécessité de mettre en place un comité mieux-être afin de nous aider à promouvoir la santé mentale, à sensibiliser les nôtres sur ce qu'est la santé mentale et aussi à encourager à avoir recours aux ressources qui existent ici pour pouvoir avoir une vie épanouie et surtout pour notre intégration. Comme le dit l'OMS, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc, on se dit, nous, loin de nos terres, loin des ressources qu'on a et parfois loin même de nos moyens de résilience, on se retrouve ici. Il y a besoin de continuer à entretenir notre santé mentale. Et c'est le rôle du comité mieux-être qui s'est donné le mandat d'organiser chaque trimestre une rencontre autour d'un thème que vous allez nous proposer, bien entendu, selon votre intérêt. Donc, c'est ça, nous sommes heureux de vous accueillir à cette première séance. Dans ce comité, nous sommes 5 personnes. Puis, si ces personnes-là voudraient bien comme ouvrir leur caméra et faire un coucou de la main pour qu'on puisse les reconnaître. Donc, au sein de ce petit comité, on a Sam, qui est le maître d'œuvre. On a Madame Mounira, si elle peut ouvrir sa caméra. On a Romain. Je pense qu'il y a le nom d'une 4e personne que j'oublie. Martial, hein? Non, pas Martial. Il y a Edith. Edith, voilà, exactement. Oui. Donc, il y a Edith et puis il y a moi-même. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à nous faire vos propositions de thèmes, les thèmes que vous voulez qu'on aborde. Et puis, on est là pour donner les ressources, pour nous informer, pour se renseigner pour vous et surtout pour nous encourager à prendre soin de notre santé mentale pour notre intégration. Merci beaucoup. La parole est à toi, Martial. Merci beaucoup, Rissi. Merci beaucoup. J'aimerais juste demander à chacune de ces personnes qu'on a nommées tout à l'heure de pouvoir se montrer afin que la communauté les connaisse. Donc, je vais demander d'abord, moi, la liste que j'ai dans l'ordre. Est-ce que Romain peut se montrer afin que
Bon, ben, avec je me montre avec... je jette un peu ma main, là, vous voyez. C'est ça. Merci beaucoup, Romain. Est-ce que Edith est avec nous? Est-ce que Edith est là? Bon, je ne crois pas. Donc, Rissi, c'est elle qui avait la parole tout à l'heure pour présenter le comité. Est-ce que Mouniratou est là? Oui, je suis là. OK, d'accord. Sam également, est-ce qu'on peut te voir rapidement, s'il te plaît? Je suis là, je suis là. OK, d'accord. Donc, voici présenter toutes les personnes qui font partie du comité mieux-être de la CTC. Alors, comme Rissi nous l'a dit, le mandat du comité, c'est vraiment d'entretenir notre santé mentale à tous à travers des réunions, des conférences comme celle-ci qui auront lieu sur une base trimestrielle. Alors, je vous annonce maintenant le plan de la rencontre. À quoi est-ce que vous pouvez vous attendre aujourd'hui? La rencontre sera structurée en 2 phases. Alors, la première phase qui sera, il y a une phase enregistrée et une phase non enregistrée. Vous saurez pourquoi. La phase enregistrée, c'est justement la partie des présentations, des communications et tout ce qu'il y a comme enseignement que les professionnels du domaine vont pouvoir nous faire. Et la deuxième partie, c'est la partie des questions, des réactions et des commentaires. Celle-là ne sera pas enregistrée afin de laisser la possibilité à tout un chacun de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir dire ce qu'il a sur le cœur, de partager avec nous ses expériences, son vécu, son quotidien, nous dire ce qui ne va pas afin que des solutions puissent être trouvées. C'est vraiment, ce sera vraiment la partie, on est entre nous, on discute entre nous. Ceux qui sont là sauront ce qui s'est dit. Après, aujourd'hui, nul autre on aura le souvenir de ce qui a été dit, mais on n'aura pas d'enregistrement pour pouvoir partager l'information, par exemple. Donc, voilà les 2 phases. Maintenant, je rappelle rapidement quelques règles de bon usage. S'il y a des questions que vous voulez poser, vous pouvez les noter dans le chat. Quand il y aura 5 questions, on va pouvoir y répondre. Ceux qui n'auront pas la parole sont invités à se mettre sur mute ou silence. Et si vous avez des questions, vous avez des réactions, vous pouvez lever la main à travers l'application Zoom afin de pouvoir réagir. Donc, voilà un peu. Nous avons pris 8 minutes pour planter un peu le décor. Maintenant, nous allons pouvoir passer au contenu de la réunion. Donc, le premier intervenant qui est aussi membre du comité, c'est Romain. Donc, donnez-moi juste un petit instant. Je vais vous dire qui est Romain. Donc, Romain est également membre du comité. Je lis très rapidement son parcours. Donc, après l'obtention d'une licence en sociologie à l'Université de Lomé au Togo en 1998, excusez-moi, un petit souci technique, juste 30 secondes. OK, je suis vraiment désolé pour cela. Donc, je présentais Romain. Après l'obtention d'une licence en sociologie à l'Université de Lomé au Togo en 1998, Romain Atou, vous pouvez l'appeler par ce nom également, a obtenu au Danemark un baccalauréat en travail social en juin 2007. Il a travaillé dans plusieurs institutions danoises comme travailleur social avant d'immigrer au Canada en 2011. Il a obtenu une maîtrise complète par un cheminement de recherche en service social à l'Université de Sherbrooke. Il s'est intéressé dans le cadre de sa recherche aux conditions... Pardon? OK.
aux conditions de vie des aînés de minorités visibles dans les résidences privées à Montréal. Il a participé comme auxiliaire de recherche à plusieurs projets de recherche et il nous fera part des résultats d'une de ces recherches aujourd'hui. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur Romain rapidement. Donc, quel est le thème que lui va aborder? Romain va pouvoir nous définir c'est quoi les couples, qu'est-ce qu'un couple amoureux, c'est ce qu'il va nous dire pour commencer, avant de nous faire part des résultats des recherches sur les divorces et séparations au sein des communautés immigrantes. Alors, voilà un peu ce qui est Romain, ce qu'il va nous dire. Alors, je cède la parole à Romain. Romain, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien prendre la parole? Oui, Martial, merci beaucoup pour la présentation. De rien. Alors, je vais pouvoir partager mon écran. Nous invitons toute personne qui ne parle pas à se mettre sur mute, s'il vous plaît. Donc, une fois encore, merci, Martial, pour la présentation. Merci pour le comité Mieux-être qui est en train d'œuvrer actuellement pour, pourquoi pas, aborder des sujets qui intéressent notre communauté, des sujets à travers lesquels, dans cette discussion, à travers lesquels nous pouvons trouver des solutions pour notre mieux-être et l'équilibre de notre santé mentale. Alors, sans plus faire d'autres détails au niveau de la présentation, je vais tout de suite vous présenter le sujet de jour. Je suis avec ma collègue travailleuse sociale Aminata Ouad, qui aussi a participé à une des recherches. En fait, nous avions en 2012 jusqu'en 2016 participé à une recherche sur les divorces et les séparations chez les immigrants. J'ai trouvé les résultats de cette recherche très intéressants. Alors, lorsque dans le comité, on a parlé des enjeux et défis des couples amoureux dans la diaspora, j'ai trouvé bon de pouvoir m'impliquer et partager ces résultats avec la communauté. Alors, merci beaucoup, Aminata, malgré ton calendrier très chargé d'être là aujourd'hui pour pouvoir faire cette conférence avec moi. Nous avons aussi la sœur Marie-Reine, qui est intervenante dans une maison d'hébergement de crise à Québec, qui a beaucoup d'expérience sur tout ce qui concerne les violences conjugales. Et donc, aujourd'hui, elle aussi va prendre la parole pour nous parler un peu de cet enjeu-là. Donc, quand on parle des enjeux et défis des couples amoureux dans la diaspora, j'aimerais rapidement qu'on voit un peu c'est quoi un couple amoureux. Alors, m'inspirant de la définition de la psychologie clinique, le couple amoureux est une relation privilégiée entre deux partenaires de même sexe ou de sexe différent, émotionnellement importante et visant à être stable dans le temps, qui peut prendre différentes formes. Donc, on parle d'un mariage ou bien d'une union plutôt, un mariage formalisé juridiquement et religieusement. Donc, mariage civil, religieux, impact. Donc, avec des amis, on peut se retrouver à la plage pour célébrer un mariage, au témoin des amis, comme pacte. Une cohabitation ou une fréquentation, entre autres, les concubinages. Voilà une définition clinique. Mais s'il faut aller vers une définition plus crue et brute, je dirais que le couple amoureux est un creuset de chicane. Le couple amoureux est un creuset de conflit. Et les couples qui arrivent
à surmonter ces coups, à surmonter ces conflits sont des couples qui durent dans le temps. On va revenir là-dessus. Enjeu important. Est-il nécessaire d'être en couple? Être en couple n'est pas une nécessité, mais un choix. Seulement que dans nos sociétés, le plus commun est de vivre en couple. Donc, on va parler un peu de la pression sociétale. On va voir au niveau des États tous les avantages qu'on donne aux familles. Tout cela peut nous amener à être en couple pour, n'est-ce pas, aller vers des projets de famille. Et de voir aussi d'où nous venons, le système duquel nous venons, le système collectiviste, où la famille a tout son sens. Lorsque, par exemple, un enfant d'une famille adulte qui est en mesure de pouvoir se marier, n'arrive pas à trouver son âme sœur, là, il y a la pression. Il y a la pression. Et c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de personnes qui vont aller chercher des solutions ici à gauche, au niveau religieux, pour trouver son âme sœur. Et voilà, donc ça, c'est des pressions sociétales. Alors, lorsqu'on n'arrive pas à trouver son âme sœur, on a ce mauvais sentiment de quelqu'un qui n'a pas réussi à ce niveau-là. Donc, entrer en couple par nécessité occasionne de la dépendance, du conformisme et des sentiments de possession. Sentiments de possession, lorsqu'on rentre encore dans notre système collectiviste, où il y a des questions de dot et autres, ça aussi, c'est des stresseurs sur lesquels nous pouvons revenir dans le débat. L'autre enjeu important, c'est de faire, je ne peux pas parler du couple sans faire la différence entre c'est quoi la passion et l'amour. Alors, je tire cette différence-là d'un psychologue que j'aime beaucoup, Yvon Dallaire, je ne sais pas si certains le connaissent ici. C'est un psychologue sexologue qui fait des thérapies conjugales. J'ai eu la chance de suivre sa formation et la façon dont il définit la passion, c'est une réaction biochimique. Donc, un coup de foudre, ça nous le savons tous. 5 éléments qui caractérisent cette passion: l'obsession, la perfection. On fait tout pour plaire à l'autre dès le début. Notre personnalité, le type de personnalité que nous avons, on met le masque là-dessus pour faire plaire à l'autre. L'espoir, la panique, fausse représentation. Et ce qui est intéressant dans ça, la passion dure dans le moment et dans le présent. Donc, elle est éphémère. Et Yvon Dallaire va aller jusqu'à dire que la passion dure max 3 ans. Max 3 ans. Après 3 ans, on tombe dans d'autres choses. Le narcissisme, on va tout faire pour plaire à l'autre, je l'ai dit tantôt, on va passer des temps devant le miroir, surtout nos femmes, pour plaire à l'homme. Les hommes aussi vont vouloir plaire à la femme. Ça, c'est la période de passion. Mais lorsque cette période finit, bon, on commence par se dire, oh, c'est ce monsieur-là que j'ai pris ça, oh, c'est cette madame-là que j'ai pris, parce que les vraies personnalités, le type de personnalité commence par ressortir. Et il y a un autre psychologue, aussi thérapeute émérite québécois, que beaucoup de gens connaissent, Yves Dalpé, lui, justement, va centrer cette thérapie conjugale sur les types de personnalités et va beaucoup mettre l'accent sur la santé mentale. Je vais revenir un peu là-dessus. Donc, dans la passion, on a
comment on appelle, l'émotion. Alors qu'au niveau de l'amour, on a plus le sentiment. Hein? Le résultat d'une décision, l'admiration, le projet commun. Hein? Les projets consolident les couples. Parce que du moment où on a des projets, on va vouloir à tout prix atteindre ces projets-là. Donc, ça consolide le couple et ça fait durer le couple dans le temps. Stabilité, conscience et l'endorphine. Alors, l'autre enjeu, c'est les conflits insolubles. Tout couple, je l'ai déjà dit, le couple est un conflit, est un creuset de conflits. Donc, tout couple connaît des conflits. Et généralement, ces conflits tournent autour de l'argent, de l'éducation des enfants, des belles familles, la vie privée versus la vie professionnelle. Lorsqu'on n'arrive pas à faire la conciliation entre la profession et la vie de couple, la vie privée, ça peut générer des tensions dans le couple. Les tâches ménagères. Nous sommes dans une société où les choses doivent être réglées dans le couple 50-50, 50%, 50%. Hein? Et ça aussi, ça crée des tensions lorsque c'est une qui est plus en charge des devoirs de la maison, ça peut commencer par entraîner ou bien occasionner des tensions. La sexualité, lorsqu'on ne voit plus cela comme importance dans le couple, cela aussi engendre souvent des problèmes. Et l'infidélité. On va revenir sur notre recherche. Tantôt, vous allez voir un peu c'est quoi les déclencheurs des problèmes dans les couples immigrants. L'autre enjeu, c'est la relation entre la détresse conjugale et la dépression, ainsi que l'anxiété qui est substantielle. Et la question de couple, de relation amoureuse est strictement liée à la santé mentale. Donc, on voit que chez des clients qui consultent d'habitude, 50% des clients sont déprimés à cause de la détresse conjugale. 50% des couples en thérapie, au moins l'un des deux conjoints est en dépression. Je tire ces confirmations de Prince et de Jacobson, 1995. Il y a aussi une corrélation importante entre l'anxiété et les malaises rationnels. Donc, on peut voir que les enjeux de couple occasionnent beaucoup l'équilibre ou le déséquilibre au niveau de la santé mentale. Alors, du moment où on a vu les conflits insolubles qu'il peut y avoir dans les couples, si ces conflits sont mal gérés, on peut malheureusement avoir des couples malheureux. Et souvent, ces couples malheureux connaissent une communication pauvre, une mauvaise résolution de problèmes. Les escalades sont très rapides parce qu'il y a tellement de déclencheurs, des problèmes qui ne sont pas réglés. À moindre chose, ça le feu pogne, malheureusement. À moindre chose, parce qu'on n'a pas pris le temps de régler les problèmes sous-jacents. Habitudes chroniques et désengagement émotif et des évitements. On le voit très bien lorsqu'on ne prend pas le temps de régler les problèmes. Soit c'est la madame qui va aller faire son lit ailleurs, au sous-sol, ou bien on dort dans le même lit et on ne se fait plus face. On se tourne le dos. Les comportements négatifs du couple sont vus comme permanents et les aspects positifs comme temporaires. Donc, les petits moments d'accalmie sont très éphémères. Et chacun blâme l'autre pour les problèmes du couple.
Si le couple est rendu comme ça, c'est à cause de toi. OK? Donc, la dynamique de qui a raison, qui a tort est persistante. Il y a quand même dans tout cela aussi des couples heureux. Et ce qui est intéressant, les psychologues et thérapeutes ont suivi des couples qui ont eu leur mariage sur un bout de temps. On a vu que 50% des couples divorcent rapidement après leur mariage. 30% sont des couples qui résignent, donc ils battent l'aile, hein, sont malheureux dans leur couple, mais n'arrivent pas à prendre de décision pour se séparer ou bien régler les problèmes. Et c'est seulement 20% qui sont des couples heureux. Et ce qui est bizarre, ces 20% connaissent les mêmes problèmes que les 50% qui ont divorcé et les 30% qui battent l'aile. Alors, ces 20% ont leur secret, ont leur stratégie. Et certains de ces éléments qui caractérisent les couples heureux, c'est des conjoints qui cherchent davantage permanemment à se plaire l'un l'autre. Donc, des projets galants, on se donne, n'est-ce pas, on s'octroie vraiment certains moments pour se retrouver en dehors des routines quotidiennes, donc se donner des rendez-vous de galants. On va parler plus de l'expression affective par ces surprises-là. Moins de comportements déplaisants, meilleure habileté de communication et des habiletés de résolution de problèmes. Voilà un peu quelques éléments qui caractérisent les couples heureux. Alors, il faut aussi voir qu'il y a certains éléments qui caractérisent les relations toxiques. Et lorsque ces éléments sont permanents et chroniques, pour ne pas empirer sa situation, bien sa santé mentale, il faut prendre une décision. Et dans ces éléments, il y a les violences physiques. Tantôt, Marie-Hélène va nous parler des violences conjugales. On va en savoir un peu plus. Abus sexuels sur les enfants, les dépendances chroniques au niveau de l'alcool, des jeux, des drogues, des cyber, des infidélités chroniques, des manipulations perverses, absence de compatibilité, violence psychologique et partenaires non disponibles. Le monsieur n'est jamais présent à la maison ou madame n'est jamais présent à la maison. On devient alors des époux ou épouses, comment on appelle, des épouses qui ont quand même leur épouse ou épouse, mais malheureux parce que monsieur n'est jamais à la maison, madame n'est jamais à la maison. Les défis. Alors là, je vais rapidement attaquer les enjeux plus au niveau des couples immigrants. Alors, la recherche que nous avions faite, que j'ai participé, j'ai fait beaucoup le terrain, il ressort que la majorité des participants à cette recherche se sont séparés 5 ans et moins après leur immigration au Canada, soit une proportion de 69%. Et les immigrants économiques sont tendance à se séparer plus rapidement après l'immigration que les immigrants qui ont été admis dans la catégorie réunification familiale ou réfugiés. Donc, on voit que les immigrants économiques se séparent plus vite. Dans les 5 ans qui sont arrivés au Canada, ils n'arrivent pas à surmonter les problèmes. Et ils finissent par divorcer. Alors, ceux qui ont participé à cette recherche
nous avions eu des participants de l'Europe de l'Est, de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb et de l'Amérique latine. Alors, les personnes originaires du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne se séparaient plus rapidement après l'immigration au Canada, alors que ceux d'Europe de l'Est avaient tendance à se séparer après plusieurs années, plus de 5 ans. On va revenir dans les causeries pour expliquer ce phénomène-là. Aminata aussi va l'aborder tantôt. D'autres défis, on a vu à travers cette recherche que les cas d'infidélité, soit 33%, ont occasionné des divorces et des ruptures amoureuses. La violence conjugale, 9%. Des déclencheurs reliés au problème d'insertion professionnelle de l'homme. Donc là, il y a tout un enjeu lorsqu'il y a, n'est-ce pas, le changement de rôle à la maison, parce que c'est la femme qui rapidement trouve quelque chose à faire. Lorsque l'homme court derrière ses diplômes, la reconnaissance de ces diplômes, ça crée vraiment de grandes tensions au niveau de l'homme. Il n'est plus disponible et ça peut créer malheureusement des tensions à la maison. Des déclencheurs autour d'un problème dans la gestion de l'argent. Hein? Les fameuses allocations familiales ont déchiré malheureusement les couples. La jalousie d'un des conjoints, les déménagements. Quand je parle de déménagement ici, c'est lorsque, par exemple, le monsieur ne trouve pas de l'emploi, la ville qui les a accueillis, il est obligé peut-être de partir dans le nord, de partir dans le sud pour aller chercher de l'emploi. Tout cela peut occasionner des problèmes à la maison. Donc là, on a eu 3 cas. Problème avec les belles familles. Je parlerai des belles familles toxiques. Hein? Yvonne Dallaire va dire qu'il faut se protéger des belles familles et des amis toxiques. On en a 2 cas. Problème de communication dans le couple et incompatibilité de caractère. Voilà ce qui est ressorti comme cause des ruptures amoureuses chez les immigrants. Alors, sur les trajectoires d'immigration, je l'ai catégorisé en 3 éléments. La période pré-migratoire, la migration, donc le voyage et l'installation, et la période post-migratoire, l'intégration. Je vais laisser ma collègue Aminata revenir là-dessus. Donc, si on veut recouper les résultats, les cas de figure, c'est que la séparation dans la continuité, la trajectoire, on voit l'immigration comme une deuxième chance. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. La séparation en continuité avec la société québécoise. Et ce qui est important, la séparation-émancipation. C'est-à-dire que la femme découvre ses droits dans le pays d'accueil et décide de les actualiser. Alors, ces femmes ont des droits dans les pays d'origine, mais malheureusement, les systèmes ne sont pas faits pour pouvoir les octroyer. Arrivé ici, le système leur permet de pouvoir justement récupérer leurs droits et cela fait malheureusement des gros problèmes au niveau des couples. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter au niveau des enjeux et des défis des immigrants, mais je vais laisser ma collègue continuer plus sur les causes et les facteurs de protection. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain, pour la riche présentation que tu nous as faite au sujet des couples et tu nous as également fait part des résultats des recherches, des résultats de vos recherches. Merci infiniment. Donc, tu as commencé par nous faire comprendre que oui, on définit le couple de façon clinique comme 2 personnes. C'est très beau défini ainsi. Mais en une phrase, et c'est vraiment ça qui rejoint la réalité, le couple est un creuset de chicane, comme tu l'as dit, de rivalité, de conflit qu'il faut savoir surmonter afin de faire durer le couple. Tu as également fait une très bonne distinction entre la passion et l'amour.
Et chose que je retiens également, tu nous as dit que sur 100% des couples, on a environ 50% qui divorcent après un certain temps. Il y a 30% qui ne savent pas vraiment la direction dans laquelle aller et il y a 20% qui arrivent quand même à tenir et à rendre leur couple pas forcément heureux, mais vivable en tout cas. Donc, maintenant, on va laisser la parole à Aminata. Donc, elle va pouvoir nous dire les causes de ces situations-là dans les couples. Et elle va pouvoir nous outiller afin de faire partie des 20% qui durent plutôt que les 80 autres pourcents. Donc, je vais laisser la parole à Aminata afin qu'elle puisse nous dire, nous parler également nous faire également sa présentation. Donc, rapidement, avant qu'elle ne prenne la parole, qui est Aminata Ouad? Elle est passionnée par l'implication sociale, dévouée pour la justice sociale et le respect des droits des femmes et des minorités. C'est elle que vous voyez actuellement, très belle femme. Aminata est aussi adepte d'un leadership positif et très impliquée au sein de la région de Sherbrooke depuis plusieurs années. Pour finir, Aminata est une travailleuse sociale de profession et elle intervient auprès d'une clientèle très diversifiée. Voilà ce que j'avais pour ta présentation. Aminata, je te laisse la parole pour ta présentation et ce que tu as à nous dire. Merci beaucoup. Ben, merci tout le monde. Merci surtout à Romain de m'avoir invité à cette belle activité. Donc, moi, j'ai de bons amis qui viennent de la communauté togolaise. Notamment, je ne sais pas si Prosper est là. Il y a Prosper et sa conjointe aussi, Marguerite, que je connais depuis longtemps. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais c'est ça, la communauté togolaise, c'est des gens que j'aime beaucoup. Puis je suis sincère quand je le dis parce que j'aime beaucoup la douceur qui se dégage en eux. Puis ça, c'est unanime. Je ne sais pas comment vous faites, mais en tout cas, allô, Prosper. Ça fait que j'aime beaucoup quand je parle avec des Togolais, je sens quand même une fraîcheur, il y a une douceur qui se dégage en vous. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai rien à ajouter par rapport à ma présentation, la belle présentation faite par Martial. Je trouve que ça me rejoint beaucoup. Fait que merci pour cette présentation. Fait que je vais enchaîner sur là où s'est arrêté Romain. Donc, je vais parler du parcours migratoire, son impact aussi sur les enjeux de couple et aussi les problématiques spécifiques qui sont vécues par le couple, les facteurs de protection, les facteurs de risque et tout ça. Donc, je vais juste partager mon PowerPoint tout de suite pour pouvoir enchaîner rapidement. Voilà. OK, juste un instant. Sinon, on voyait le PowerPoint à Aminata. Tu étais déjà là. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est comme si vous ne m'entendiez pas quand je fais le partage. Je vais juste essayer de nouveau. J'espère que ça ne va pas nous jouer des tours cette fois-ci. Juste un instant. Ça devrait... C'est la technologie. Hein, ça. Lorsque tu fais le partage, oui. Aminata, lorsque tu fais le partage, ton micro se ferme, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Est-ce que tu pourrais envoyer ta présentation à Romain? Lui va peut-être partager. Toi, tu vas parler. Je ne sais pas si c'est possible comme ça. Ah oui, on ne t'écoute plus. OK. Dans ce cas-là, oui, et Romain, tu peux projeter ma présentation. Excellent. Je suis désolée, hein, c'est les aléas. Non, c'est des choses qui arrivent, effectivement. Ouais. On s'excuse auprès de tout le monde pour ces problèmes techniques-là. Donc, je vais partager le PowerPoint de
Aminata. Alors, est-ce que vous la voyez? Oui, ça vient de s'ouvrir. Merci beaucoup, Romain. Excellent. Fait que Romain, est-ce que Aminata, tu peux tu as le la mettre, parole. mon diapo, s'il te plaît? Tu ne le vois pas? Oui, je vois, mais ça a l'air un peu plus petit, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est parfait, c'est correct comme ça. Excellent. Dans le fond, c'est ça, comme je disais tantôt, je vais enchaîner sur les facteurs migratoires, pré-migratoires et aussi post-migratoires qui jouent beaucoup dans le parcours des immigrants en général. Donc, les réalités en lien avec les enjeux pré-migratoires, évidemment, les gens qui ont connu la guerre, la famine, pauvreté, violence, etc. Donc, oui, Romain, tu peux aller sur l'autre, s'il te plaît. OK, fait qu'il y a, il y a un PowerPoint qu'on n'a pas sous les yeux, mais dans le fond, c'est juste voyons, les réalités migratoires, donc tout ce qui est lié au voyage, en fait. Donc, les pertes liées, mettons, aux biens, on perd des biens, on laisse en rade les membres de sa famille, des biens, des amis, en tout cas, les contacts, tout ça. Donc, c'est juste ce bout-là parce que je l'avais corrigé dans le dernier PowerPoint. Fait que c'est juste ce bout-là. Sinon, oui, il y a enfin tout ce qui est lié aux réalités post-migratoires. Évidemment, il y a beaucoup de points qu'on va aborder à ce niveau-là. Donc, les difficultés pour trouver l'emploi souhaité, c'est sûr que ça, c'est un enjeu important. Actuellement, il y a quand même beaucoup d'avancées à ce niveau-là, vu les difficultés, en tout cas dans certains secteurs, de recruter des employeurs. Fait que maintenant, dans beaucoup de services, on voit des personnes soit originaires d'Amérique latine ou d'Afrique noire dans certains services, alors que nous qui sommes ici depuis plus d'une dizaine d'années, c'était impassable, on ne le voyait pas, mais maintenant, on fait beaucoup recours à eux parce que malheureusement, il n'y a pas d'autres personnes. Donc, il y a les enjeux aussi du racisme. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est toujours reconnu, hein, parce qu'il n'y a personne qui va comme mettre une pancarte comme quoi moi je suis raciste, mais dans les faits, ça se ressent quand même dans certaines situations que nous tous, certainement, on a déjà vécues. C'est ça. Fait que les difficultés d'adaptation, évidemment, ça aussi, ça a un impact évidemment réel. Et puis que ça touche évidemment le post-migratoire, choc culturel aussi. On vient de sociétés collectivistes versus société individualiste dans laquelle on vit ici depuis peu ou plusieurs années. Les difficultés financières aussi, c'est sûr que quand on vient d'arriver, donc oui, on entend dire que c'est l'Eldorado, mais sauf que l'Eldorado, c'est quelque chose qui se construit évidemment. Donc, quand on vient d'arriver, il y a des enjeux financiers qui posent problème et tout ça. Donc, ça, si on n'est pas capable de gérer cette période-là, c'est sûr et certain que ça peut avoir un impact dans le couple nouvellement installé ici. Donc, apprendre une nouvelle langue chez certains aussi, c'est un défi autre aussi qui se rajoute aux différentes problématiques en lien avec l'adaptation. Donc, reprendre un cours scolaire, universitaire aussi, ça c'est un enjeu. Donc, des qualifications professionnelles, ça on en entend souvent parler. Donc, de médecin à chauffeur de taxi, ça, les médias en parlent souvent. Est-ce qu'il y a encore des solutions à ce niveau? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est quand même des choses qui génèrent du stress, de la frustration, puis tout ça, ça a un impact direct sur les gens qui les portent en fait. Oui. Donc, trouver un logement convenable aussi. Donc, ce n'est pas évident. Parfois, on vient de grands espaces avec une certaine aisance dans nos pays d'origine. Donc, on revient ici le temps de construire sa vie dans un nouveau pays. Donc, des fois, il faut s'adapter aussi à notre nouvelle réalité de quelqu'un qui doit comme faire des efforts et puis s'adapter aussi par rapport aux enjeux en lien avec la pauvreté, le manque de ressources, l'emploi qui n'est pas bien payé et tout ça. Donc, toutes des choses qui ne sont pas nécessairement agréables à vivre, mais en tout cas, c'est un parcours par lequel malheureusement plusieurs immigrants passent avant de pouvoir aller plus loin dans leur cheminement. Donc, faire reconnaître ses études aussi et ses expériences de travail, c'est quelque chose qui n'est pas évident aussi. Donc, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de stresseurs, ça génère beaucoup d'angoisse et tout ça. Et ce sont des personnes, ce sont des êtres humains qui les portent. Donc, naturellement, ça peut causer un déséquilibre quelconque, c'est sûr et certain, chez ces gens-là. Oui.
Donc, toujours réalité post-migratoire, manque de soutien familial, c'est sûr que la famille est éloignée aussi, et tout ça, même s'ils veulent. Donc, il y a certaines choses, malheureusement, ils ne peuvent tout simplement pas nous aider. Donc, période d'hiver aussi, c'est sûr que l'hiver, c'est très long, hein? Surtout quand on vient d'arriver, bon, on n'a pas d'auto et tout ça. On est à pied avec nos sacs d'épicerie, des fois avec les enfants en autobus. C'est pas facile, là, surtout quand on était patron de notre pays, on avait un chauffeur. Tu vois, c'est tout ça, c'est difficile. Oui, Romain, l'autre. Il faut noter que tous ces facteurs, évidemment, avant, pendant et après la migration, peuvent augmenter la probabilité chez un immigrant de développer des problématiques de santé mentale. Donc, moi, j'ai compris que vous avez développé l'enjeu de la santé mentale, en tout cas dans une de vos activités précédentes. Mais moi, je vais y revenir donc sommairement. Mais c'est sûr et certain qu'on ne peut pas parler de parcours migratoire et tous les stresseurs liés sans évidemment parler d'enjeux de santé mentale. Fait que je vais y parler juste très rapidement. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, évidemment, la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie et accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté, évidemment. Donc, quand on n'est pas dans ces dispositions-là, malheureusement, on peut vivre une fragilité au niveau de la santé mentale. Puis je vais spécifier juste quelques points, en tout cas des choses qui influencent positivement sur la santé mentale. Donc, les éléments, c'est ça qui influence positivement sur nos santé mentale et qui contribue à la maintenir, évidemment. Une bonne estime de soi, ça c'est sûr que c'est important. Capacité d'adaptation, encore une fois, pour les immigrants qui n'ont pas le choix de passer par ce chemin, de s'adapter, parce qu'autrement, c'est beaucoup plus difficile l'intégration. Donc, sentiment de maîtrise sur sa vie, c'est sûr et certain que quelqu'un qui vient d'arriver ou un couple qui vient nouvellement d'être installé ici, c'est sûr que le sentiment de maîtrise sur sa vie, veut pas, ça a un impact. Donc, toutes ces choses-là, c'est des stresseurs qui visent à fragiliser la santé mentale de la personne qui porte toutes ces difficultés-là. Donc, l'alimentation saine, évidemment. Donc, quelqu'un qui vit des enjeux de pauvreté, des difficultés financières, c'est sûr que, en tout cas, l'élément sur lequel tu coupes davantage, là, c'est plus au niveau de la nourriture, parce qu'il n'y a personne qui va, en tout cas, à part ton ventre, évidemment, il va te dire que, OK, moi, ça me prend, je ne sais pas, des fruits et des légumes, du fromage, des choses comme ça. Fait que tu coupes sur ta nourriture, malheureusement, ça joue un impact sur ta santé, veut pas. Donc, une bonne santé physique aussi, donc ça aide aussi sur les enjeux de santé mentale, évidemment. Donc, le réseau social, hein, les amis, la famille, ça aussi, c'est très important, alors que du jour au lendemain, en arrivant ici, on se sent vraiment isolé. On est seul en couple avec notre conjointe, non, notre femme, ou en tout cas notre conjointe. Habituellement, c'est notre femme, parce que la plupart se marient et tout. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile non plus. Donc, le soutien émotionnel, parfois, quand ça n'allait pas, donc, mettons, on allait voir soit sa sœur, une amie ou sa mère, pour parler de ces difficultés émotionnelles, d'avoir du support, mais ici, c'est un peu difficile. Donc, souvent, on peut se cacher dans sa chambre ou dans son salon en train de pleurer. Mais si le couple, ça ne va pas, il n'y aura personne qui nous réconforte. Donc, ça aussi, ça joue beaucoup. Donc, sécurité économique, j'en ai parlé, sentiment d'appartenance par rapport à sa communauté. C'est sûr que le sentiment d'appartenance par rapport à sa communauté, la communauté nouvellement, là où on est nouvellement installé, mais c'est sûr que c'est la communauté, la société québécoise. Donc, est-ce qu'on se sent bien intégré? Est-ce que nos enfants aussi ont leur place et tout? Donc, c'est toutes des choses-là qui jouent quand même sur notre mental et tout ça. Donc, rappelons qu'évidemment, les problèmes de santé mentale sont liés à un déséquilibre en lien avec une interaction complexe de plusieurs facteurs. Donc, facteurs biologiques, c'est sûr que la génétique, ça joue beaucoup sur la santé mentale, ça, les études l'ont démontré. Donc, les facteurs psychologiques, évidemment, la personnalité de la personne, sa façon d'interagir aussi avec les gens. Donc, ça aussi, ça joue sur les enjeux de santé mentale. Les facteurs environnementaux, évidemment, les conditions de vie, ça j'en ai beaucoup parlé. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important parce que parfois, tu peux voir quelqu'un qui porte des facteurs biologiques et aussi qui vit dans un environnement vraiment sain, dans un environnement de protection. Cette personne peut vraiment avoir une santé mentale vraiment en bonne santé parce que la santé mentale doit être en bonne santé.
Donc, c'est ça. Fait que si l'un ou l'autre des facteurs prend le bord, comme on dit, donc ça déstabilise la personne. Voilà. Fait que là, on va parler spécifiquement des points qui sont en lien avec les difficultés au sein de couples immigrants en tant que tels. Voilà. Fait que les facteurs à considérer, évidemment, entrée des femmes sur le marché du travail. Comme on le sait, c'est sûr que il y a plusieurs femmes qui, pour la première fois, ont travaillé ici, donc n'occupaient pas nécessairement une fonction quelconque dans leur pays d'origine et tout ça. Donc là, c'est une nouvelle réalité qui se présente pour le couple, qui se présente pour le conjoint dans la plupart des cas. Donc, transformation des rôles hommes-femmes aussi. Donc, ça, c'est un point vraiment important sur lequel on va vraiment insister parce que ça c'est un grand stresseur dans beaucoup de couples, d'après les études. Parce que moi, c'est sûr que, comme Romain disait, je me suis beaucoup basée sur les résultats de recherche faites par la Russie et compagnie, donc 2012 à 2016, en lien avec les problématiques de couple et les enjeux liés à la séparation et au divorce aussi. Donc, le recours au réseau informel, c'est ça. Fait que famille, amis, parents de la société d'origine et ou de la société d'accueil. Donc, c'est sûr que ça peut être un facteur de protection. Ça peut être aussi un facteur de risque. Parce que parfois, c'est sûr que quand c'est difficile et qu'on se réfère toujours aux personnes qui nous donnent, mettons, des conseils ou des façons de faire qui n'aident pas nécessairement le couple ou qui ne collent pas avec le contexte dans lequel on vit. Mettons, on demande juste des conseils à notre mère, par exemple. Notre mère, c'est quelqu'un que nous aime ou nos parents, mais sauf que malheureusement, ils ne connaissent pas nécessairement le contexte dans lequel on vit, ce qui fait que parfois leur conseil peut ne pas être bénéfique pour le couple. Donc, c'est juste des choses comme ça mais oui, c'est sûr que ça peut aider sur certains points, mais dans d'autres, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes parce que c'est pas toujours aidant en fait. Donc, exemple des allocations familiales, Romain en a parlé, c'est sûr que les allocations familiales, bon, de prime abord, on le donne aux femmes, à la femme, mettons, qui donne son compte bancaire et tout ça. Donc, ça, c'est sûr que ça peut faire un effet de choc chez l'homme qui était le pourvoyeur de la famille, et la femme qui s'occupait des tâches ménagères, qui s'occupait des soins des enfants en tant que tel. Fait que l'homme qui voit qu'il y a des enjeux financiers sur lesquels il n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'impact, il n'a pas été associé. Donc, il y a certains, en tout cas dans les études de l'art aussi, c'est beaucoup sorti que ça peut même aller jusqu'au divorce, cet enjeu-là. Là, ça revient beaucoup. J'étais étonnée de l'apprendre, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc, Romain, j'avais le deuxième point, je pense, sur l'autre. Oui. Donc, gestion de l'argent, si c'est ça, et transfert d'argent aux parents des pays d'origine, ça aussi, ça joue beaucoup aussi. Est-ce que finalement, est-ce que le mari prend de l'argent du couple pour pouvoir aider à construire une chambre ou une maison pour ses parents? Est-ce que finalement, c'est la femme qui le fait? Est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point-là? Fait que ça, c'est toutes des choses qui reviennent aussi dans les problématiques de couple chez les immigrants, en fait. Oui. Donc, violence conjugale, évidemment, avant le départ au pays d'origine, c'est sûr que quand le couple vivait des enjeux de violence conjugale, mais ce n'est pas parce qu'on change de pays que ces problèmes vont disparaître comme par magie. C'est sûr que si on ne travaille pas dessus, on ne fait pas des interventions, on ne cherche pas de l'aide par rapport à ça, ça va être juste exacerbé parce que c'est sûr que les enjeux de violence conjugale en Afrique, ça n'a pas le même impact ici, là, ça c'est sûr et certain. Fait qu'en Afrique, mettons, s'il y a un conflit, que je sais pas, quelqu'un qui bat sa femme, un conflit, en tout cas une chicane comme on appelle ici. Donc, il y a souvent, avec la proximité, il y a souvent un voisin qui va intervenir, les parents, donc ça va pouvoir se régler. Alors qu'ici, oui, c'est sûr que, bon, il y a quand même la proximité, la communauté est là. Si on a besoin d'aide, on les appelle, mais sauf que ce ne sont pas eux qui vont tout voir là. Les gens sont isolés, chacun reste dans son appartement. S'il y a quelque chose, mettons, un bruit ou des gens qui parlent fort, c'est sûr qu'on appelle la police. Là, il n'y a personne qui va venir chez nous. Donc, c'est vraiment différent, là. Donc, si on porte les problématiques de notre pays d'origine à ici, c'est sûr et certain que
Si on n'est pas conscient de ça pour travailler dessus, pour faire autrement, c'est sûr et certain que ça va juste s'envenimer. Là, ça va jamais se régler, en fait. Fait que l'espace aussi, c'est sûr que les gens ici habitent dans des petits appartements. Il y a beaucoup de proximité aussi. Donc, à chaque fois qu'on se tourne, surtout quand on vient d'arriver, bon, on est dans un petit appartement, ben, évidemment, on prend le logement dont on a les moyens de toute façon. Mais c'est sûr que la proximité, là, on n'a pas où prendre l'air, en fait. Avec l'hiver, c'est sûr que même si ça ne va pas bien dans le couple, tu ne peux pas dire, OK, ben, je vais sortir, rester devant ma porte pour juste décompresser. Là, on reste quand même alors que l'ambiance bouillonne dans la maison, dans le logement. Donc ça, c'est tous des facteurs aussi qu'il faut considérer. Donc, les problèmes de communication aussi dans le couple, c'est très, très, très important aussi. Ça revient beaucoup. Le conflit en lien avec l'éducation des enfants aussi, ça, c'est un enjeu important, surtout qu'ici, c'est sûr que veut pas, il y a certaines libertés, certaines façons de faire dont les enfants ici ont accès comparativement à ce que nous, en tout cas nous, ou la plupart d'entre nous ont connu dans nos pays d'origine. Donc là, ça peut faire aussi l'objet de friction si on n'est pas d'accord les deux sur le modèle éducatif à adopter pour les enfants aussi. Donc, choc dû à un décalage entre la perception du Canada avant l'immigration et évidemment après l'immigration. Donc, c'est sûr que, bon, c'est l'euphorie, on veut comme changer de pays, découvrir autre chose. On parle, on n'entend parler que du bien, en fait, de l'Occident et tout ça, de l'Amérique. Donc, quand on vient et qu'on vit certaines choses, notamment la pauvreté, on ne comprend juste pas. Fait que ça aussi, ça peut faire un choc. Donc, l'éloignement, ça, j'en avais parlé, manque de soutien. Vulnérabilité tout simplement des femmes et des hommes aussi, donc en lien surtout avec le parcours migratoire, en lien avec les enjeux de santé mentale aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont à considérer également. Donc, il y a des facteurs aussi qui sont dissuasifs au divorce. Donc, il y a, dans certains couples, il y a des personnes qui vivent des difficultés, mais qui restent parce qu'ont des questionnements, n'ont pas de réponse, ont peur de partir de cette relation. Fait que ça, c'est toutes des choses aussi, c'est ça qui amène le couple à vivre des tensions de plus en plus. Et on n'intervient pas sur les tensions, mais les tensions vont quand même exister parce que l'un ou l'autre des partenaires veut rester pareil, même si c'est difficile. Donc, il y a l'enjeu du parrainage. Maintenant, quelqu'un qui est parrainé, nouvellement installé, donc peur d'être renvoyé au pays d'origine, peur de perdre la garde des enfants aussi. Donc, la religion, évidemment, c'est un facteur dissuasif à la séparation, d'après les études, parmi tant d'autres. C'est ça, fait qu'il y a dans certaines religions, bon, si c'est difficile, on fait tout pour rester. Fait que c'est important quand même de mettre tout en place pour ne pas, en tout cas, induire à l'éclatement du couple, de la famille et tout ça. Donc, l'importance de la perception de la famille élargie et de la communauté. C'est sûr que ça revient beaucoup aussi dans les études ou même dans nos expériences aussi personnelles également, que bon, il y a certaines femmes qui n'osent juste pas quitter le conjoint parce que la communauté ou la famille lui rappelle que c'est cette personne qui t'a fait immigrer, c'est cette personne qui, c'est comme si tu es redevable à cette personne-là, fait que c'est important de rester. Fait que cette personne reste, mais n'est pas bien, les tensions sont là, fait que ça peut parfois virer au drame, c'est ça malheureusement une réalité qu'on voit aussi. Donc la tradition, la culture en lien avec l'importance de rester dans le couple, l'importance aussi de maintenir certaines rôle au niveau social et tout ça versus homme-femme et tout. Donc ça aussi, c'est des choses qui jouent aussi dans les tensions au sein du couple et dans les facteurs aussi qui peuvent dissuader au divorce. Donc, d'autres facteurs, évidemment, préoccupations concernant les droits de garde des enfants au Québec. Si je me sépare, qui va s'occuper de la garde? Est-ce que moi, j'aimerais que mes enfants soient en garde partagée? Comment je vois ça? C'est un choc, hein, parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas connu ça. C'est que c'est la pension alimentaire aussi. Pour subvenir aux biens de mes enfants, bon, je n'ai pas encore d'emploi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'économie. Donc, si je me sépare, qui s'occupe de mes enfants? Est-ce que la pension alimentaire, ça va être suffisant pour que je puisse payer mon loyer et s'occuper convenablement de mes enfants en situation de garde partagée? Fait que c'est tous des questionnements qui peuvent dissuader la personne à sortir finalement, en tout cas d'un couple, c'est ça qui vit des tensions et tout.
Donc, qu'arrivera-t-il de ma résidence permanente si vous avez fait des déplacements à 2 aussi, les papiers d'immigration, j'en avais parlé. Que se passe-t-il si j'ai un contrat de mariage seulement dans mon pays d'origine? Donc, ça aussi, c'est les choses qui font l'objet de questionnements d'après les études de Larousse et compagnie. Donc, fait que les facteurs de protection, évidemment, il y en a. La bonne communication, on ne le dira pas assez. C'est sûr qu'on ne peut pas deviner que l'autre ne va pas bien ou deviner que ce que je suis en train de faire, ça dérange l'autre. Fait que la clé, en cas de succès, c'est vraiment ça passe par la communication, mais pas par la triangulation, parce qu'il y en a qui communiquent par triangulation. Fait qu'au lieu de dire ce qui te dérange à la personne directement, la personne étant ton mari ou ta femme, fait que là, tu vas voir ton ami, tu lui dis ça, l'ami va dire ça à sa mère, et ainsi de suite. Donc, tout le monde est au courant, sauf la personne concernée. Donc, ça aussi, c'est un enjeu, en tout cas, sur lequel il faut faire attention. Donc, l'entraide aussi, c'est extrêmement important. C'est sûr que dans nos pays d'origine, bon, on a quand même le support, parfois de la famille, parfois même on peut engager une domestique si on en a les moyens, et parfois, ça n'en prend même pas beaucoup parce que la main-d'œuvre, c'est tellement dérisoire dans beaucoup de nos pays. Donc, on avait quand même de l'aide, je veux dire, notre conjointe ou notre femme avait de l'aide quand elle travaillait. Il y avait quelqu'un qui s'occupait des enfants et de la maison. Mais ici, malheureusement, on n'a pas cette possibilité. Donc, c'est important que les deux puissent discuter des enjeux qui peuvent être lourds et aussi de trouver des solutions à ce niveau-là. Donc, accès à des services de support psychologique aussi, social, juridique de qualité, ça aussi, c'est important. Ça aide beaucoup aussi. Ça fait partie des facteurs de protection du couple. Des sorties, des activités extrafamiliales, c'est intéressant. Donc, faire des sorties en famille, voyage, soccer, aller en activité sportive et tout ça, ça aide à souder les liens au niveau du couple, au niveau de la famille. Donc, réseau d'amis, c'est important. C'est sûr que c'est important de choisir ses amis aussi. Mais oui, avoir des amis qui nous donnent des bons conseils, qui nous disent la vérité, qui ne nous flattent pas au sens du poil, ça, c'est important d'avoir ce genre d'amis-là. Les liens familiaux transnationaux, c'est sûr que support matériel et émotionnel. Fait que, comme je dis, si jamais c'est difficile, quelqu'un qui a une oreille attentive, qui ne nous juge pas, c'est toujours intéressant. Fait que support matériel, parfois, si on a besoin d'aide, mettons, je ne sais pas, on a un set de cuisine dont on n'a pas besoin, une personne vient nouvellement d'arriver à des enjeux à ce niveau-là, juste partager aussi ce qu'on a en termes de matériel, pouvoir aider un peu. Donc, ça aussi, ça aide beaucoup à rassurer le couple, à leur permettre de vivre une belle transition ici. La satisfaction conjugale aussi, ça protège les couples durant le trajet migratoire et après l'installation aussi. C'est sûr que quand on est en couple avec quelqu'un que ça nous tente plus ou moins, même si on s'installe ici, c'est sûr que c'est inéluctablement vers l'éclatement parce que de toute façon, ça ne nous tentait pas dans le pays d'origine. Donc ici, il n'y a rien qui va changer à ce niveau-là. Oui, Romain, l'autre. Donc, il y a des services, évidemment, et des ressources, sauf qu'il y a des problématiques qui entravent vraiment l'accès à du support psychosocial. Donc, la méconnaissance des services aussi, donc ça, c'est un enjeu à considérer. Le manque de disponibilité aussi, c'est sûr que quelqu'un qui veut tout de suite, mettons demain, là, avoir de l'accompagnement pour des enjeux de couple, bonne chance. C'est vraiment difficile d'avoir accès à ce service de support-là. Manque de sensibilisation aussi des intervenants psychosociaux, ça on ne le dira pas assez par rapport aux différences culturelles. Donc, il y en a qui malheureusement font la démarche, vont avoir un rendez-vous, vont jusqu'à comme aller vers un accompagnement psychosocial, mais la première rencontre vont tellement être découragés parce qu'il y a un fossé énorme entre nous, ce qu'on pense, ce qu'on veut véhiculer, l'approche d'intervention qu'on aimerait qu'on préconise versus la personne qui nous accompagne. Fait que ça aussi, ça peut éloigner certaines personnes des services psychosociaux. Autre barrière aussi, les services de thérapie, c'est cher et ce n'est pas disponible. Donc, ça, c'est quand même dommage parce que c'est un service très utile. Donc, difficulté à offrir des services de prévention. C'est sûr qu'en général, les gens, si tout va bien, donc, on ne pense pas, mettons, en termes de qu'est-ce qui ferait que renforcer ce bien-là.
C'est sûr que si ça va bien, malheureusement, on s'assoit sur nos lauriers. Et quand ça s'effrite de plus en plus, on ne va pas chercher de l'aide à temps. Fait que c'est important. Oui, si tout va bien, c'est quelque chose à renforcer aussi pour être sûr que ça se solidifie de plus en plus parce que c'est quelque chose de très fragile parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, les enjeux de fragilité, les enjeux en lien avec l'emploi, les finances. Donc, c'est toutes des choses volatiles qui peuvent changer du jour au lendemain et qui peuvent aussi jouer sur nous. Fait que c'est toutes des choses à réactualiser. Fait qu'il n'y a pas quelque chose d'acquis dans le couple. C'est quelque chose qui se construit, qui se réactualise. C'est important d'en tenir compte. Donc, la question de la langue aussi dans l'adaptation des services, c'est sûr que si tu viens ici, tu ne parles ni français ni l'anglais. Même parfois, si tu parles l'espagnol, ça dépend. Ce n'est pas tous les services qui offrent des services en espagnol. Donc, imagine, tu ne parles ni français, ni l'anglais, ni l'espagnol, ça peut être difficile. Donc, comme je disais tantôt, peu d'organismes spécialisés. Donc, parfois, tu as besoin de services, ils te renvoient dans votre CLSC, mais il n'y a pas d'expertise au sein des CLSC. Oui. Donc, autre barrière, évidemment, c'est sûr que ça, c'est les études de la Russie qui le montrent, que des organismes ethniques embauchent souvent des personnes de la même origine ethnique, évidemment, mais certaines peuvent comme être résistantes à aller vraiment consulter vers ces services-là parce qu'elles ne veulent pas que la communauté soit au courant de leurs problèmes. Donc, il y a aussi quelque chose qui est vraiment criant. Il y a peu de services pour les hommes. Ça aussi, c'est un enjeu quand même, en tout cas sur lequel il faut s'arrêter. Il y a peu de services pour les hommes et il y a aussi l'enjeu aussi qui concerne parfois la réticence pour les hommes aussi d'aller vers les services de support. Ça aussi, ressort beaucoup des études. Oui. Méfiance, c'est ça vis-à-vis des intervenants qui peuvent avoir une influence sur la décision de divorcer. Il y en a parfois, tu viens juste leur exposer tes problématiques de couple, là, et eux, ils te parlent de divorce alors que tu n'es vraiment pas rendu là. Donc, préjugés, stéréotypes dans les couples immigrants portés par certains intervenants, ça aussi, ça éloigne les gens. En tout cas, ça les décourage à aller vers les services pour avoir de l'aide. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a la médiation au Québec qui existe en processus de séparation. C'est sûr que s'il y a des conflits, il y a des difficultés dans le couple, on a tout essayé, ça ne marche pas. Fait que finalement, la meilleure solution pour nous, c'est la séparation. Si on a un enfant de moins de 5 ans à charge, il y a 5 heures de médiation sans frais pour régler, mettons, la garde des enfants, les droits de visite, les sorties prolongées, pension alimentaire et la séparation des biens au Québec. Ça, c'est peu importe le statut de la personne. Oui, c'est ça. Comme je disais, peu importe le statut de la personne, vous êtes admissible à titre de résident. C'est sûr que c'est important de consulter un médiateur familial accrédité par le ministère de la Justice pour bénéficier de la gratuité. Oui. Voilà, ça fait le tour. J'espère que je n'ai pas... Est-ce que j'ai excédé les 15 minutes de beaucoup? Non, non, t'inquiète, Aminata, le contenu surtout, il était très, très, très pertinent. Vraiment, merci pour tout ce que tu nous as dit. Et je ne sais même pas si je pourrais faire un succinct résumé de tout ça, si c'était vraiment très, très pertinent tout ce que tu nous as dit en rapport avec les réalités auxquelles font face les immigrants, les couples, mais ainsi que les personnes également, les enjeux financiers, le choc culturel, même l'insertion professionnelle, les allocations qu'il faut finalement gérer, la conjointe qui est appelée à aller travailler. Oh, ce n'était pas le cas au pays, l'hiver, et ça a manqué, mais le confinement également que nous avons vécu dernièrement, obligé de se cloîtrer à la maison avec famille et enfants, forcément, ça devient compliqué lorsque les relations ne sont pas toujours très cordiales. Et aussi, j'allais ajouter qu'il faut quand même préciser qu'un individu préparé et stable aura plus d'outils à affronter ces difficultés qui ont été annoncées. Parce que si l'individu lui-même, il n'est déjà pas prêt à faire face à tout cela, c'est sûr que dans le couple, ça ne va pas aller. Et également, nous vivons dans une société où il y a plusieurs facteurs dissuasifs au divorce, comme la peur d'être renvoyé du pays dont tu as parlé, Aminata, ce qui est très réel également, surtout lorsqu'on est dans une situation migratoire assez sensible ou instable au niveau des papiers, mais également la religion qui pèse de tout son poids dans les décisions familiales.
Alors, comment aller de l'avant avec tout ça? Il faut une bonne communication, il faut de l'entraide, des activités familiales et également utiliser les ressources que nous avons à notre disposition. Je crois qu'un courriel sera envoyé plus tard pour faire part à tous ceux qui voudraient ou les participants ici des différentes ressources dont nous disposons au Québec en matière de santé mentale. Ça pourrait également aider les uns et les autres parce que finalement, lorsqu'on n'utilise pas ces ressources et on ne fait pas soi-même face à ces problèmes, on tombe dans des situations de violence conjugale. Et c'est ce qui fait très bien le pont entre ce que Aminata a dit et ce que Marie-Reine va nous dire. Marie-Reine qui est une intervenante dans une maison de crise de femmes violentées. Elle va aller sur le concept de la violence conjugale. Donc, si Marie-Reine est là, je l'inviterai à se présenter soi-même un peu plus en détail, mais surtout nous dire un peu c'est quoi la violence conjugale, quels sont les tenants et aboutissants de cette réalité-là. Merci beaucoup. OK, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Marie-Reine. Oui. OK. Excusez-moi, je vais... OK, moi je suis Marie-Reine, je suis togolaise aussi, comme vous, sauf Aminata. Et puis, moi aussi, je suis au Québec il y a environ une dizaine d'années et j'ai fait les études féministes à l'Université Laval. Donc, c'est dans ça que j'ai étudié la violence conjugale. Je vais corriger un peu quelque chose. Et puis, ce n'est pas une maison de crise, mais on appelle ça maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. J'étais intervenante, mais actuellement, je ne travaille plus. Mon contrat est fini. Peut-être ça va être renouvelé ou pas, je ne sais pas. Et même vous savez comment on travaille dans ce pays, c'est sous contrat. Donc, j'ai voulu seulement partager qu'est-ce que... Moi, je ne parle pas d'une recherche, mais je parle de beaucoup d'articles, de qu'est-ce que j'ai fait. Je ne vais pas je ne vais pas vous parler des interventions que nous faisons, seulement vous parler du concept pour que nous apprenions c'est quoi la violence conjugale sous forme de sensibilisation, comme on nous l'a demandé, hein, nous toutes, que chacun essaye de son côté de faire quelque chose pour sensibiliser. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Il est en train de s'ouvrir. OK, là c'est bon. Merci. OK, un instant. OK. Là, c'est ça. Je vais vous parler et je vais vous donner ma ça ne serait pas long. C'est quoi la violence conjugale? Vous allez voir sur mon PowerPoint, j'ai mis un peu un symbole autochtone. C'est pour les saluer, pour les remercier de la façon dont ils nous ont accueillis aussi sur leur terre. Parce que moi, ici à Québec, partout nous vivons dans ce Canada, nous vivons sur des terres des Premières Nations. Alors, je remercie aussi la CTC pour ce travail que vous avez fait. Moi aussi, je suis à Québec. J'ai appris on a un cousin qui nous a plusieurs fois invités à rejoindre la CTC. Mais vous savez, comme on le dit, chaque chose a son temps. Peut-être que le temps est venu pour que je fasse partie de la communauté. Donc, c'est ça. Et je vous remercie aussi de cet honneur que vous m'avez fait de m'inviter et de me donner ça à faire. J'ai parlé de ça comme ça, mais je ne parle pas d'une recherche, je le dis encore, mais si ça pose de problèmes, parce qu'on parlait d'une raison d'éthique au début, je ne sais pas si c'est ça comme concerne parce qu'on a demandé si j'ai écrit quelque chose. Dans mon parcours à l'université, j'ai étudié ça, la violence conjugale, la violence familiale, c'est deux choses différentes, mais moi, je vais vous parler de la violence conjugale. Est-ce que ça vous va, je peux aller, ou ça pose un problème d'éthique? Parce que je ne parle pas d'une recherche. Néanmoins, j'ai mes références à la fin de tous les documents que j'ai consultés. Marie-Reine, sens-toi très à l'aise de communiquer sur ton sujet. Et, Okay. si ça touche quelques sensibilités, j'inviterai ces personnes à écrire directement à Sam ou à moi en privé. Merci. Merci. Donc, enjeux et défis au sein des couples de la diaspora. Parlons-en. Alors, moi, mon thème, c'est la violence conjugale. Qu'est-ce que j'en sais, effectivement? Je remercie, je profite même, avant de présenter ça, je vais saluer mes enseignantes à l'université et les femmes avec qui j'ai travaillé dans la maison d'hébergement aussi. Je les salue parce que c'est là que moi aussi, j'ai appris des choses.
Je vais m'excuser parce que mon PowerPoint, j'ai changé d'ordinateur, donc l'ordinateur sur lequel je l'avais, ça pose un peu de problème, donc les choses sont un peu allées de côté, de gauche à droite, là. Ah. C'est un peu délicat, mais on va faire ça comme ça, rapido, rapido. Donc, les objectifs, c'est pour nous sensibiliser sur la problématique, et puis pour nous éduquer, et puis pour chercher des pistes de solutions. Alors, il y a un problème. Alors, moi, je parle de deux concepts. Il y a la chicane du couple versus la violence conjugale. C'est quoi une chicane de couple? Une chicane de couple, c'est une chicane dans laquelle la femme et son conjoint s'expriment d'une façon égalitaire, libre. Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'arrive pas à voir la fin de ma... Peut-être la barre de défilement oui, sur oui, la... c'est bon, c'est correct maintenant. Okay. Donc, c'est une chicane dans laquelle la femme et son conjoint s'expriment d'une façon égalitaire, libre et respectueuse. Donc, chacun cherche à gagner, à convaincre l'autre de son droit, de ses opinions. Il n'y a pas de peur, il y a liberté de réagir. On s'explique sur la base du différent. Il y a la transparence, les rôles sont interchangeables. Alors que... mes affaires ne marchent pas. Alors que dans une chicane, dans un processus de violence conjugale, c'est une chicane où il y a le rapport de pouvoir. Donc, des agressions intentionnelles, stratégiques, contrôle du conjoint sur la femme, dénigrement de la femme. Il n'y a pas de liberté d'expression. Le conjoint se justifie et banalise la situation. Il y a un déséquilibre de pouvoir et la femme est victime de la situation. Cela nous amène aussi, j'ai essayé de toucher un peu à la violence conjugale en contexte culturel. Et les éléments qui accentuent la violence conjugale chez les femmes immigrantes, par exemple, il y a une partie que Aminata a déjà abordée, c'est la barrière de la langue. Il y a la méconnaissance des ressources, les raisons familiales, les raisons religieuses. Aminata vous disait que pour éviter les éclatements familiaux, il y a la femme qui va essayer de persévérer, de rester, parce que je vais protéger ma famille. Les raisons religieuses, souvent on nous dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. Donc, mais quand ça parle du pire au pire, là, il faut commencer par chercher de l'aide. Il y a aussi l'isolement du réseau social de la femme et puis il y a l'infidélité. Et l'infidélité, ça beaucoup de chercheurs, il y a Vatz Laroussi qui a parlé de ça dans ses recherches. Ça cause beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que lorsque la femme n'est pas là, quelquefois, surtout c'est un contexte de parrainage. Quand l'homme vient ici seul, la femme est aussi au pays, donc l'homme est ici, mais il ne peut pas rester comme ça. Donc, il cherche de gauche à droite à s'ouvrir sa soif sexuelle, donc il faudrait qu'il aille chercher d'autres femmes. Et quand la femme arrive, ça pose des problèmes. Et c'est ça qui engendre vraiment aussi le concept de la violence conjugale. Comme je vous l'ai dit, quand la femme vit des situations comme ça, la femme se sent victime, donc elle tombe dans un processus que nous appelons la victimisation, qui consiste à empêcher une personne de contrôler une situation qui lui est propre, à limiter les droits fondamentaux d'une personne. Et ça réduit une personne à une situation d'impuissance et le fait vivre l'impuissance. Donc, ça veut dire que la femme est réduite à cette impuissance-là et elle va la vivre comme ça. Alors que la violence conjugale, c'est une problématique sociale qui s'inscrit dans les rapports historiques d'inégalité entre les hommes et les femmes, donc un rapport de force. Quand je parle des rapports historiques d'inégalité, cela relève de la socialisation, de la façon dont on nous a éduqués dès l'enfance. Alors maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que le cycle de violence conjugale. Le cycle de violence conjugale, c'est un cycle qui part d'un climat de tension, donc c'est la phase 1. Vous allez voir, les phases sont jusqu'à la phase 4, qui part d'un climat de tension. Et pendant ce climat de tension,
le monsieur, le conjoint, il manifeste les sentiments de colère, il menace la femme, il l'intimide, et en ce moment, la femme vit de l'anxiété, de la peur et de l'inquiétude. Et alors, ça continue jusqu'à arriver à la phase 2, c'est la phase de crise. C'est pendant cette phase-là que la femme vit beaucoup d'agressions verbales, psychologiques, physiques, économiques, sexuelles. Non, excusez-moi, c'est pendant cette femme-là que le conjoint exerce sur la femme beaucoup d'agressions verbales, psychologiques, physiques, économiques, sexuelles. Et la femme, en ce moment, ce qu'elle subit, ce qu'elle vit, c'est la colère, la honte et le sentiment d'injustice. Et cela nous ramène à la troisième phase, qu'on appelle la phase de la justification. C'est une phase où l'homme essaie de s'excuser, de donner des explications sur ce comportement. Et il va dire peut-être que, oh mon Dieu, écoute, parce que je travaille beaucoup ces temps-ci, je n'ai pas le temps, mon comportement, beaucoup de choses. Il ira même jusqu'à évoquer la raison de je bois, c'est la drogue, alors que je vous dis, rien ne justifie la violence conjugale. En ce moment-là, la femme vit la responsabilisation. Il vit le sentiment de la responsabilisation et de la culpabilité. Donc, il y a un doute qui s'installe dans la tête de la femme. Elle se dit, ou bien c'est moi qui ne suis pas patiente. Est-ce que j'aurais dû l'écouter? J'aurais dû aussi lui parler, aller doucement, alors que non, c'est quelque chose qui arrive. Et comme ça, c'est ce que toi tu vis, c'est ce que toi tu ressens. Mais l'homme, arrivé un moment, il essaie de t'amadouer encore. Alors, ça les amène à la phase de lune de miel. Donc, c'est la phase où le conjoint va demander pardon à la femme, va parler de l'aide, d'aller chercher de la thérapie, va même dire à la femme, si tu me quittes, je vais me suicider. Donc, c'est pour aussi empêcher la femme ou lui dire comme s'il l'aimait tellement, ne me quitte pas, je me suicide. Et là, la femme a un espoir et donne une nouvelle chance à son conjoint pour reprendre de nouveau la relation. Mais à partir du moment où tout ce que vous avez fait de la phase 1 jusqu'à arriver à la phase 4, vous ne conservez pas cela, vous ne protégez pas cette relation, vous allez encore retomber dans le cycle et ça reprend de nouveau. Donc, c'est comme ça que le cycle, ça se passe au niveau de la violence conjugale. Les formes de violence conjugale que nous connaissons, c'est la violence psychologique, la violence sexuelle, la violence verbale, la violence physique et la violence économique. La violence psychologique, c'est tout ce qu'on exerce sur la femme comme contrôle, comme vérification de ses courriels, avec vérification aussi de qui appelle, c'est à qui ton ami, ses sorties sont vérifiées, sont contrôlées, avec qui tu parles, et le dénigrer la femme, il arrive même dans nos communautés où vous allez chez les amis, ton mari te traite de folle, ton mari te traite de fermière. C'est toutes ces choses-là qui constituent la forme de la violence psychologique. La violence verbale, c'est la façon aussi tu t'exprimes à ta femme, même devant les enfants. La femme il n'y a pas de respect, tu lui dis des choses qui énervent, les choses qui sortent comme ça qui énervent, tu réagis d'une façon violente, tes réponses ne sont plus comme d'habitude. La violence économique, souvent on pense que c'est parce que je ne donne pas l'argent à ma femme. Oui, il y a ça, mais il y a plus que ça. Ce qu'on doit savoir, c'est que la violence conjugale, la violence économique, c'est aussi une partie que mes collègues ont déjà dit. On va partir des allocations familiales. Les allocations familiales, que ce soit du fédéral ou du provincial, combien tu reçois, qu'est-ce que tu en fais, ta femme doit le savoir. Si vous avez un compte conjoint, dis-lui ce que c'est un compte conjoint. Ouvrir un compte,
Mais la femme doit avoir aussi son compte personnel. Mais je vous rappelle, les allocations familiales sont destinées aux femmes et non aux hommes. S'il arrive que vous allez gérer ça ensemble, il faudrait que ce soit une entente entre vous et votre femme. Ça, c'est très important. L'autre chose que j'aimerais vous dire aussi, au niveau de la violence économique, lorsque vous empêchez la femme ou vous découragez votre femme à aller se trouver un emploi, ou bien de temps en temps, tu peux me passer un $100 que vous ne remboursez jamais, c'est une force de violence économique. L'autre chose que je vais ajouter, c'est au niveau des bails. Lorsque vous signez des bails, ou bien vous achetez une maison, vous signez ce que vous signez, faites-le savoir à votre femme, c'est ça. Après, s'il arrive un problème, il faut savoir comment résilier le bail pour que la femme ne soit pas responsable, pour que la femme ne soit pas endettée. Si vous avez fait des prêts et vous voulez que votre femme signe, il faut lui expliquer à quoi sont destinés ces prêts-là pour qu'après, s'il arrive quelque chose, la femme ne soit pas endettée. La violence physique, c'est une forme de violence. Pour nous, souvent, on pense que c'est lorsqu'on a des bleus, lorsqu'on a une tache de sang, lorsqu'on a de plaies. Non, c'est ça, c'est vrai. Ça, c'est la violence physique. Ce n'est pas seulement ça, mais la violence physique aussi, c'est lorsque, par exemple, la façon dont toi, le conjoint, tu jettes les objets, tu tapes sur la table, tu brises les choses, tu prends un plat, par exemple, tu jettes ou tu le déposes d'une manière violente, ça constitue aussi une forme de violence physique. La violence sexuelle, comme je vous le dis, sans consentement, mes chers compatriotes, c'est non. Même si vous êtes couple, c'est non. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes mariés que je dois tout le temps te dire oui. Non. Moi aussi, j'ai mon droit. Vous devez respecter les droits des femmes. J'ai le droit de ne pas avoir envie. J'ai le droit de dire que ce soir, ça ne me tente pas. J'ai le droit de dire non, écoute, moi, je vais me reposer. Donc, tout ça là, c'est à respecter. Il ne faut pas forcer la femme malgré elle. Et il faut qu'il y ait toujours de l'entente, de compromis entre vous dans ce que vous allez faire. Vous allez voir que j'ai mis les deux violences, la violence sexuelle et la violence physique en rouge. C'est parce que ces deux violences-là sont reconnues comme des formes criminelles de la violence conjugale. Nous allons continuer par les conséquences de cette violence sur la femme. On a la perte d'estime de soi, la perte de confiance en soi, la perte de puissance, la perte d'espoir, perte de courage, colère, anxiété, perte de contrôle de soi, isolement, perte de motivation, sentiment de peur, de soumission, sentiment de culpabilité, de responsabilité, perte d'appétit et de sommeil, sentiment de méfiance et de vengeance. Donc, tout ce que la femme dit, tout ce qu'elle subit dans le foyer, c'est les conséquences que cela émerge sur la femme. C'est quelques-unes, il y en a beaucoup, c'est quelques-unes que moi j'ai résumées parce qu'il n'y a pas assez de temps aussi que vous ayez une idée sur ça. Maintenant, on a pensé à quelques pistes de solutions. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'informer sur les ressources. Il faut aller chercher de l'aide. Chercher de l'aide, je vais un peu expliquer quelque chose. Si, comme je le dis, ça s'envenimeuse ou ça tourne au vinaigre, comme on le dit, la femme doit tout de suite appeler la police. Si elle appelle la police ou bien elle appelle les maisons d'hébergement pour essayer de partir. Ou bien, nous avons aussi des partenaires. Il y a certaines femmes qui vont rester avec vous, mais qui vont vouloir faire des choses d'une façon pacifique. Elle peut aller chercher de l'aide à l'aide juridique. En automne dernier, donc en automne 2021, le gouvernement a mis sur pied une forme de politique et puis il y a un site, ça s'appelle Rebâtir la confiance, où la femme a 4 heures d'écoute gratuite avec un avocat ou une avocate
pour faire cette démarche de divorce. Ça dépend. S'il faut une médiation, Aminata vous a déjà parlé de ça, ou bien si elle va aller directement au niveau du divorce et faire cette démarche, ou bien elle va passer par une maison d'hébergement. Il y a aussi la DPJ. Donc, ce sont les partenaires. Si vous avez des enfants, il y a la DPJ aussi qui doit intervenir pour la sécurité de l'enfant et pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la protection surtout de l'enfant. Donc, c'est en gros ce que j'aimerais vous dire au niveau de chercher de l'aide. Donc, Aminata vous a parlé de s'informer sur les ressources aussi, expliquer les choses d'une façon libre, se respecter mutuellement, respecter les droits de la femme, vivre en confiance et en harmonie, transparence dans la gestion financière et dans l'éducation des enfants. Ce sont des éléments comme ça que nous allons essayer de considérer pour essayer d'avoir un foyer sain et vivre en harmonie dans notre couple. Donc, vous les hommes, on ne vous a pas oublié, on vous aime, vous autres. Mais moi, dans mon domaine, c'est plus les femmes. Mais j'ai poussé la curiosité seulement pour aller chercher. Quand j'ai cherché, j'ai trouvé qu'il y a 2 recherches consultées, une à Québec. Les hommes subissent aussi la violence de la part des femmes. Il y a Yves Dalpé et Joanne Côté. Mais sincèrement, je ne peux pas vous parler de ça plus. Je vais laisser ça plutôt à Romain. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il va vous le dire. Mais je n'ai pas tellement vu, je n'ai pas pu consulter les résultats pour voir les statistiques. Mais paraît-il, j'ai lu dans un article où eux, ils soulignent qu'il y a aussi, il y a pas mal de femmes qui violentent aussi les hommes. La seconde recherche, c'est en Ontario. Et dans ça, j'ai lu qu'il y a 1 cas sur 5 signalé à la police au Canada et qui responsabilise la femme. Donc, j'ai mis le nom des personnes qui ont fait ces recherches-là. Vous pouvez aller, le titre, c'est « Survivants masculins de la violence conjugale au Canada ». Il y a ça aussi dans mes références. Un instant. Bon, en conclusion, moi, j'aimerais seulement vous dire que la violence conjugale n'est ni une question de sexe, de genre, de race, d'ethnie, d'âge, de peuple, de citoyenneté, de nationalité, d'appartenance religieuse, de classe sociale, d'identité, d'orientation sexuelle, etc. Elle est une problématique universelle et touche tout le monde. Seules les ressources et les maisons d'hébergement nous aident à nous en sortir pour échapper aux pires, qui sont le féminicide, l'infanticide, le meurtre familial. Et j'aimerais aussi profiter dans cette conclusion pour que nous nous souvenions des cas de notre consoeur togolaise, paix à son âme, qui a été victime du féminicide en Ontario. C'était à Toronto. Vous allez vous rappeler de ce cas-là. Et tout dernièrement, c'est malheureusement ce qui s'est passé à Gatineau. C'était un infanticide et meurtre. Donc, ce monsieur et ses enfants, paix à leur âme, qui nous ont devancés. Donc, moi, je profite pour remercier vraiment ces femmes-là, ces pionnières des maisons d'hébergement, qui ont pris conscience de la situation des rapports sociaux de sexe, de cette forme de violence que les femmes vivent, et qui ont essayé aussi, qui ont pris l'initiative plutôt de fonder des maisons d'hébergement pour que les femmes trouvent des endroits sûrs et sécuritaires pour y réfugier. La chose que j'aimerais ajouter aussi dans ma conclusion, c'est de vous informer que au niveau des hommes, il y a des ressources, mais il n'y a pas de maison, c'est comme il n'y a pas de maison d'hébergement, mais il y a des centres de ressources où les hommes peuvent aller chercher de l'aide. On va faire des suivis avec eux.
Et puis, j'aimerais aussi attirer votre attention sur ce qu'est la violence familiale. La violence familiale, c'est un élément que je vais apporter un peu comme ça. C'est aussi une forme de violence qui est vraiment fréquente. Mes deux collègues l'ont cité dans leur présentation. Si je vais partir d'un exemple tout simple pour que vous puissiez comprendre. Si par exemple, je prends l'exemple d'une femme qui ne tombe pas enceinte, je vais parler de notre culture. Souvent, on blâme la femme. C'est comme si c'est la femme qui volontairement ne veut pas faire d'enfant. Et ça, c'est toute la famille, c'est les belles familles, c'est la belle-mère, tout ça là, on blâme cette femme-là. Alors que quand on prend de recul un peu, si le monsieur va faire un test, peut-être que c'est lui qui a un problème au niveau de sa santé. Et après, les choses se règlent très bien entre la femme et son conjoint. Donc, c'est pour vous dire que la violence familiale, c'est comme ça qu'on la vit. Ou bien, c'est une femme qui vient dans la famille et vous dites que non, toi, tes croyances, on ne veut pas. Et toute la famille se soulève contre cette femme-là. Ça aussi, c'est une forme de violence familiale. Donc, même si c'est votre enfant et vous tous, vous levez contre cet enfant-là, c'est la violence. L'enfant est victime de violence familiale. Et de nos jours, au niveau des enfants, nos enfants, la façon dont nous nous comportons devant les enfants ne sont plus des témoins de la violence, ils sont maintenant des victimes de la violence conjugale. Donc, moi, je suis arrivée à ma présentation. C'est la fin. Je vous dis merci. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, on va voir. Je vous dis merci. Merci. Merci beaucoup, Marie-Reine. Merci pour tout ce que tu nous as donné comme information. On retiendra notamment deux choses. Le cycle de violence familiale duquel tu nous as parlé. D'abord, le climat de tension. Ensuite, la phase de la crise. Après, la justification. La lune de miel où les partenaires essaient quand même de recoller les morceaux. Et éventuellement, ça reprend avec un autre climat de tension. Et j'ai retenu également les formes de violence conjugale. C'est très pertinent de le faire ressortir. Généralement, lorsqu'on entend violence conjugale, on pense à des coups, des blessures et tout. Mais ces blessures et ces coups peuvent être moraux, peuvent être psychologiques. C'est en ce sens qu'on a la violence psychologique, sexuelle, verbale, économique et physique telle qu'on la connaît. Bon, voilà un peu, nous arrivons au terme de la première partie de notre conférence d'aujourd'hui, dont le titre est « Enjeux et défis au sein des couples de la diaspora ». À ma montre, il est 15h42, donc je l'avais annoncé au début, la deuxième partie, vraiment, on va se parler entre nous. J'allais dire, on va se regarder dans les yeux, se parler, mais on n'est pas dans un cadre physique, donc on va vraiment laver le linge sale en famille, on va se parler. Cette partie, je l'avais annoncée, ne sera pas enregistrée, ne sera pas diffusée, il n'y aura aucune trace de tout ce qui sera dit après cela. Donc, on va se donner 3 minutes, le temps de relaxer, s'étirer un peu, une petite pause santé et on revient pour reprendre avec la deuxième partie. Merci.